m'appelle Antoine Dauphin et je suis chercheur de sens. Bonjour, moi c'est Vincent Nimsguern et j'aide les gens à être performants et heureux au travail. J'ai un chien, j'ai bientôt 2 chats et ma conjointe s'appelle Aude. Et moi j'ai pas d'animaux, par contre j'ai 2 enfants et ma compagne c'est Johanna. Pour faire simple, j'ai un DUT génie mécanique et productique et ensuite je suis allé à l'INSA de Lyon en tant qu'ingénieur mécanique. Et j'ai toujours apprécié tout ce qui était management et amélioration continue et donc je me suis orienté vers une spécialisation en lean management. Moi j'ai fait un BTS dans le génie climatique et énergétique qui m'a amené à des postes de chargé d'affaires. J'ai tout de suite beaucoup apprécié le côté management et c'est pour ça qu'après ma première expérience professionnelle je suis parti ouvrir un bar au Mexique. Ensuite j'en suis revenu et puis j'ai travaillé du coup avec Antoine et on a décidé de se lancer dans la DNCO. Et en termes de hobbies, ce qu'on aime, enfin ce que j'aime surtout, et Vincent aussi un peu, mais moi c'est bricoler, je fais pas mal de bricolage, je suis retaper 2 maisons, j'ai passionné aussi par le sport, VTT, course à pied, et voilà. Alors effectivement, j'aime bien le bricolage et puis la même chose, le sport automobile, hockey sur glace, puis tout ce qui touche à la neige, c'est pour ça que je suis maintenant en Haute-Savoie. Et puis d'un point de vue plus pro, donc au travers de la DNCO, moi l'objectif ce sera de rendre les entreprises efficaces et performantes avec des salariés fiers et motivés. Et ça peut paraître compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et moi ma conviction c'est pareil, c'est si on veut transformer nos entreprises, il faut vraiment remettre l'humain au centre et ça c'est une de nos convictions au sein de la DNCO. Aujourd'hui, le thème de notre conférence, c'est comment cultiver l'équilibre entre quête de sens et performance, qui est une de nos convictions au sein de notre entreprise, la DNCO. Alors moi, je pense que les sujets qui sont liés à l'état émotionnel des salariés en entreprise a été très longtemps mis de côté. On disait souvent que y a la maison et le travail, et on se rend compte aujourd'hui de plus en plus que c'est des sujets qui font surface parce que c'est pas que les nouvelles générations ont plus de mal à gérer ces états émotionnels, c'est simplement qu'on a envie d'être nous-mêmes et qu'on n'est pas des machines, donc c'est pas parce qu'on va au travail qu'on est différent. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de prendre en compte les états d'esprit des gens quand ils arrivent au quotidien, et puis afin d'être, on va dire, le plus humain possible. Et souvent, quand un employé comprend le sens de sa contribution au sein d'une entreprise, sa motivation est bien meilleure et souvent sa performance, elle aussi, est bien meilleure. Et alors tout ça, c'est des changements qui sont aujourd'hui pris en compte par beaucoup d'entreprises qui en ont au moins conscience. On le voit au travers de tout un tas de statistiques qui sont publiées assez régulièrement. Malgré tout, changer la culture d'une entreprise, surtout dans des grandes entreprises, ça reste encore très compliqué et souvent c'est pas forcément couronné de succès. Ouais. Et il faut savoir que nous on l'a expérimenté et on en est extrêmement convaincus. Finalement pour nous c'est quoi la performance? La performance c'est simple, c'est atteindre un objectif, bien sûr collectivement, avec les ressources qu'on a à notre main, donc principalement les humains et les ressources on va dire matérielles. Et j'insiste surtout sur le fait que c'est très important le côté collectif et le côté humain, où la performance sans humain, c'est plus une performance. Exactement. Ouais. Donc effectivement, notre thème performance et quête de sens, on a cherché aussi à définir la performance parce que tout le monde en entend parler, chacun dans son secteur d'activité, dans son métier, dans ses missions. On n'est pas des spécialistes de la définition de la performance, il y a des gens qui ont déjà fait ça très bien. Donc moi ce que je vous propose c'est de lire une définition qui me paraît plutôt bonne et qui dit que donc, la performance d'une entreprise s'articule autour de tout ce qui contribue à améliorer le couple valeur-coût et qui tend ainsi vers la maximisation de la création nette de valeur. C'est assez scientifique, mais du coup si on le traduit un peu plus simplement, une entreprise performante, ce serait une entreprise pérenne qui gagne de l'argent et qui est durablement profitable, une entreprise qui défie ses concurrents en termes de qualité et de rapidité de service, une entreprise innovante, efficiente, réactive et qui évolue sûrement, constamment et durablement, une entreprise qui crée de la valeur tout en répondant aux exigences du marché avec une longueur d'avance,
ou au moins qui essaye. Une entreprise qui a su mettre en place de bons indicateurs de performance, et ça je pense qu'on y reviendra parce que c'est très important, pour établir des stratégies de développement gagnantes. Une entreprise intelligente financièrement, sociétalement, environnementalement, technologiquement et qualitativement. Une entreprise où règne valeur, motivation, compétences, intelligence collective et autonomie. Et une entreprise ayant réussi à fidéliser ses clients, remplir son portefeuille de commandes grâce à une veille permanente et à une projection continue dans le futur. Voilà, donc là, je viens de décrire un peu, de manière plus simple, on va dire, pas moins longue par contre. Une entreprise performante au sens large, ce serait l'entreprise idéale. Bien sûr, c'est jamais simple d'y arriver, mais secteur par secteur, on peut travailler pour essayer d'atteindre certains objectifs de performance. Et une chose, pour résumer un petit peu tout ça aussi, c'est que la performance, il faut aussi le voir de façon globale. Il ne faut pas se dire la performance, c'est juste une entité, une unité ou une partie de mon entreprise. C'est vraiment global, donc ça peut être environnemental, ça peut être dans des services, ça peut être voilà. Il faut vraiment voir le côté global de la performance, et c'est ça qui fait qu'une entreprise demain sera performante, pardon. Et souvent aussi, on a un peu peur du mot performance. Nous, on le voit aussi dans des articles, dans des posts, où finalement, on n'ose pas trop parler du mot performance. C'est un peu un petit mot, un mot tabou. Mais finalement, une entreprise qui n'est pas performante, c'est pas une entreprise qui peut garder des personnes, c'est pas une entreprise qui fera du bénéfice et qui derrière sera pérenne dans le temps. Donc c'est vraiment ce côté-là, c'est vraiment très important de se dire il faut qu'on garde une entreprise, et pour garder une entreprise, il faut qu'elle soit performante et qu'elle vise la performance et globale. Ouais, c'est vrai que ce mot performance, il a été un peu détourné de son sens, on va dire, sain. Il était beaucoup utilisé par les managers un peu vieille école, façon plutôt militaire, on va dire, où en fait être performant, c'est être tout le temps présent, être à fond, être voilà. Et du coup, aujourd'hui, quand on parle à certains salariés de performance, tout de suite ils voient performance, ils pensent à stress, ils pensent à angoisse, ils pensent à charge de travail, ils pensent à que des choses négatives. Alors qu'en fait, la performance, ça peut très bien être je suis heureux à mon travail, je suis performant. Et c'est ça vraiment le côté, on y revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, le changement de culture en fait profond dans l'entreprise. Là, on le résume au terme de performance, mais il y a plein de termes comme ça qui sont souvent un peu galvaudés et surtout amenés d'un point de vue négatif. Et il faut réussir à transformer tout ça en positif. Un mot aussi qui est un peu tabou, c'est le mot productivité, pour rebondir sur ce que disait Vincent. Et c'est vrai que si on prend l'exemple d'une équipe de foot ou une équipe de rugby, on parle d'équipe performante, et là c'est pas du tout un mot tabou. Au contraire, on cherche la performance, atteindre nos objectifs, et on n'a pas peur de dire voilà, mon équipe est performante, on a fait un bon boulot. Et dans performance, du coup, comme je reviens sur le côté équipe, c'est vraiment en équipe qu'on atteint la performance. Finalement, c'est quoi la quête de sens ? La quête de sens, c'est très simple. Ça signifie pourquoi je suis utile. Comprendre pourquoi je suis utile. On a quelques chiffres à vous donner qui sont très intéressants et qui sont très récents d'une étude qui a été faite, qui a été terminée, je crois, il y a quelques mois. Donc là, je vais vous les citer. Donc 47% des salariés ressentent une perte de sens dans leur travail. Donc c'est quand même un salarié sur deux. 64% des salariés se disent prêts à changer de travail pour trouver davantage de sens, quitte à gagner un peu moins d'argent. Donc ça signifie quand même que l'argent, bien sûr c'est important, mais pas tant que ça pour trouver du sens et pour rester dans son travail. Et 84% d'entre eux, le fait de travailler donne du sens à la vie. Et donc pour eux, forcément, ça reste important de travailler. Et une chose qui est importante pour nous, c'est pour près de 9 salariés sur 10, le sens au travail engendre davantage de motivation, de flexibilité et de productivité, et donc forcément de performance. Alors c'est vrai que moi, par exemple, dans l'entreprise, toujours deux approches. Il y a l'approche directe, je dirais, qui est centrée sur moi, c'est-à-dire moi, en tant que manager, on dit souvent le manager ou le chef, pour ceux qui sont un petit peu plus de l'ancien temps. Le boss. Ouais, le boss, le patron.
c'est celui qui est entre le marteau et l'enclume. Mais pas du tout en fait. Moi je le vois plutôt, qu'encore une fois, avec le regard inverse, c'est-à-dire je suis pas moi entre le marteau et l'enclume, je suis entre des responsabilités supérieures et mes collaborateurs subordonnés, mais c'est-à-dire que j'ai moi la capacité, en fonction de ce qui est établi au-dessus de moi, de mettre en place les choses telles que je le veux. Donc je suis pas moi dans une posture où je suis coincé, je suis dans une posture où en fait j'ai toute l'attitude d'agir en fonction bien sûr de certaines directives, ça reste dans des organisations verticales principalement, mais donc cette approche directe elle est centrée sur moi, qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire et pourquoi surtout. Et puis ensuite il y a l'approche indirecte, c'est-à-dire pour les gens qui ont un impact indirect sur ma performance à moi, c'est-à-dire mes collaborateurs, comment est-ce que je vais réussir à leur transmettre et à leur donner du sens par rapport à ce que je vais leur demander. C'est-à-dire qu'eux, ils vont voir la consigne, ils vont se dire « Ok, on me demande de faire ça, je fais ça. » Et moi, c'est pas ce que j'attends d'eux, c'est pas la réaction attendue. Moi, j'attends qu'ils me disent, à la limite, pourquoi. Et ce serait parfait, parce que ça me permet d'expliquer, et des fois, en réexpliquant des choses, nous, on a réfléchi peut-être tout seul, ou peut-être à deux, ou dans un groupe de travail, ou avec des responsables hiérarchiques, et on n'a pas pensé à telle ou telle problématique. Et quand moi, j'arrive, et que je dis, de manière donc, verticale, voilà, on va faire de telle ou telle manière, si personne en face n'a de réaction, on va dire, en termes de questionnement et puis de remise en cause, potentiellement, on a établi des choses qui ne sont pas bonnes, et donc on va transmettre des choses qui ne sont pas bonnes, et ensuite, derrière, on n'aura pas les résultats attendus. Alors que si tout de suite on nous dit, ouais, mais tiens, Vincent ou Antoine, pourquoi on fait comme ça et pourquoi plutôt pas comme ça? Ah bah oui, c'est pas bête. Et hop, on part du coup sur une approche qui est totalement différente, avec donc de la co-construction, de la collaboration et du travail collectif, finalement, qui fait que on oublie un petit peu ce côté hiérarchique et on met ensemble toutes nos compétences et nos connaissances pour avancer vers l'objectif commun. Et donc ça, c'est plus une approche indirecte, parce que je n'ai pas, moi, toutes les cartes en main pour générer ce sens, en fait, au quotidien. Et d'ailleurs, souvent, quand on a des cabinets ou des personnes extérieures qui arrivent dans des entreprises, souvent elles arrivent, bon, forcément c'est souvent des experts dans certains domaines, mais souvent c'est des experts dans le déploiement des outils, et une chose qui est souvent oubliée, c'est le côté engagement des personnes, engagement des salariés, engagement des collaborateurs. Et du coup, le fait de juste déployer un outil ou déployer une méthodologie, comme disait Vincent, en fait, les gens n'arrivent plus à se poser de questions. On leur déploie, on arrive, la méthodologie elle est comme ça, et ensuite la méthodologie. Finalement, les outils, les méthodologies sont quand même très, très intéressantes à utiliser. Elles sont forcément aussi efficaces d'ailleurs. Mais c'est pas forcément l'ingrédient principal. L'ingrédient principal d'une recette de cuisine ici pour la collaboration et pour la performance, c'est vraiment le côté engagement des collaborateurs. D'ailleurs, un des piliers de l'engagement collaborateur, c'est la quête de sens. C'est comprendre pourquoi je suis là, pourquoi on fait ça, et à travers justement de la co-construction, de la collaboration avec les différentes personnes, donc différents services d'ailleurs, au sein d'une entreprise ou d'une entité, si on va pas chercher justement ce sens, ça peut avoir un impact négatif sur la motivation et sur derrière forcément le sens au travail. Du coup, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, moi je suis assez adepte des définitions déjà toutes faites. Encore une. Non, mais il y a des gens qui ont fait des thèses sur ces sujets-là et qui sont très intéressants à lire. On vous mettra des références d'ailleurs, peut-être à la fin de la vidéo ou en commentaire. Je ne sais pas trop comment est-ce que ce sera. Après, on peut voir sur notre site internet aussi. Aussi, également, oui. Il y a quelqu'un qui a écrit « Avoir du sens dans son travail, c'est avoir plus de plaisir que d'émotions négatives ». Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, où moi j'essaie toujours de regarder l'autre côté de la lorgnette. Quand quelqu'un vient me voir avec un regard négatif, je me dis toujours « Mais qu'est-ce qu'on peut voir de positif là derrière ?» Alors, après c'est aussi un état d'esprit général, hein, mais ça se travaille.
Autre point, c'est avoir l'impression de faire quelque chose d'utile. Ça, c'est ce que tu disais aussi. Avoir de la liberté, de la flexibilité, ça rejoint ce qui ressortait de l'étude parue récemment sur l'engagement des salariés, où on se rend compte que quelqu'un qui sait pourquoi il est là, très naturellement, on va pouvoir lui demander plus de choses, et pas plus de charges, mais plus de flexibilité dans le sens, tiens, je t'avais demandé de faire ça, mais est-ce qu'on peut pas faire comme ci, comme ça? Il pourrait très bien dire, oh non, ça m'arrange pas, alors que là, il va dire, bah oui, bien sûr, pourquoi pas. C'est du donnant-donnant. Ensuite, c'est valoriser ses compétences et avoir un impact dans les projets sur lesquels on travaille. Avoir la possibilité d'apprendre de nouvelles choses, ça c'est très important, que les gens sentent qu'ils ont une possibilité de se développer, qu'ils ne sont pas juste là parce qu'ils ont telle compétence et qu'on exploite telle compétence. Si c'est ça, autant acheter des robots ou des machines. On achète tel modèle, on sait qu'il fait telle et telle chose, et point barre. Et si on veut faire autre chose, on achète un nouveau modèle, ou alors on demande au fabricant de nous faire un rétrofit, ou voilà. Mais là, on a affaire à des humains, donc c'est quand même pas anodin, et c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Collaborer avec des gens agréables et inspirants, ça, je pense que tout le monde l'a déjà expérimenté. Arriver tous les matins dans un bureau où il y en a toujours un qui grogne tout le temps, qui fait la tronche en longueur de journée, qui se plaint, etc. Ça ne met pas un très bon état d'esprit général dans le bureau. Par contre, s'il y en a un ou deux qui font un peu les clowns de temps en temps et qui détendent un peu l'atmosphère, bizarrement, on se sent mieux au travail. Et en fait, très naturellement, on a tendance à passer un peu plus de temps, par exemple. Ça, par exemple, chez les GAFA, ils sont très forts pour ça. Ils font rester des gens au travail, même la nuit parfois. Et les gens le font, en fait, de leur propre initiative. Parce qu'ils se sentent bien. Ils sont dans un cadre de vie agréable et ils sont inspirés par ce qu'ils font. Et le dernier point, parce que, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, dans toutes les études, ce qui ressort, c'est que c'est pas le plus important. C'est gagner suffisamment bien sa vie pour vivre correctement. Donc quand aujourd'hui, là je m'adresse peut-être aux managers qui nous regarderont, quand aujourd'hui vous avez des gens qui viennent vous voir et qui disent on n'est pas assez payé, est-ce que c'est réellement ça le problème? Pas forcément. Et moi je disais toujours à mes équipes, si on te donnait aujourd'hui 500 € de plus par mois, est-ce que tu aimerais quand même plus ton travail? Non. Ce qui faisait qu'ils n'aimaient pas leur travail, c'était pas leur salaire, c'était toutes les choses négatives qu'ils rencontraient au quotidien, les points bloquants, les irritants qui n'étaient jamais résolus, ou alors qui prenaient du temps infini, en tout cas des années à être soldés. Donc, je trouve que c'est intéressant, encore une fois, ça c'est pas de moi, mais c'est intéressant de voir que c'est ces points-là qui sont les plus importants aussi au travers des statistiques pour les salariés et pour leur engagement. Et pour rebondir justement sur les GAFA, effectivement, ils ont mis une certaine ambiance de travail, ils ont mis certaines choses en place. Mais ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que c'est pas parce que, par exemple, on met un baby-foot dans une entreprise que finalement ça va mieux se passer. D'ailleurs, on a une petite anecdote. Nous, on a échangé avec une personne qui c'était très compliqué dans son entreprise, qui a fait appel à différentes personnes. Et la proposition qui a été faite, c'est de créer une salle de pause, de mettre en place une salle de pause et puis de mettre en place un baby-foot. Et finalement, ça s'est pas amélioré. Les gens ont toujours envie de partir, les collaborateurs ont toujours envie de partir de cette entreprise-là. Et finalement, c'est pas forcément ça que les collaborateurs recherchent. Et finalement, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment du sens dans leur travail, pourquoi ils sont là, proposer des choses, optimiser leur quotidien, améliorer pas mal de petites choses. Et c'est ça aussi qui fait la recherche d'une entreprise, et pas forcément le baby-foot qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, on l'a aussi posé aussi à nos équipes, où c'est finalement le baby-foot, oui c'est bien, mais c'est pas ça qui fait la différence. Alors, pour allier un peu les deux définitions qu'on vient de décrire, donc la quête de sens et la performance, il y a la question de comment faire et puis la question de pourquoi faire. Le pourquoi, on ne va pas revenir dessus, je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu avant. Mais concrètement, si on veut résumer rapidement, en entreprise, pour se sentir bien, on a besoin de savoir pourquoi on est là, pourquoi on nous demande qu'est-ce qu'on nous demande de faire et quel impact on a. Et une fois qu'on a en fait ces certitudes-là, on a plus de facilité à s'impliquer dans ce qu'on fait et donc à être performant. Maintenant, sur le comment, il y a plusieurs façons de faire. Antoine va en parler un peu plus en détail derrière, mais un des points les plus importants,
je pense, c'est de travailler sur le management. Et en plus de travailler sur le côté management, on a des démarches qui existent, type travailler sur l'intelligence collective, le co d'ailleurs, de l'ADN Co, ou travailler sur de la co-construction avec les équipes. C'est quoi les bénéfices? Derrière, c'est si on fait participer des collaborateurs, par exemple, à une décision stratégique ou d'ailleurs, il y a beaucoup de grosses entreprises qui le font de plus en plus, qui font participer leurs employés à des décisions ou à travailler sur des feuilles de route de l'année pour donner la ligne directrice ou les bonnes idées. C'est là où on a le sens de pourquoi je suis là, pourquoi je travaille dans cette entreprise. Je participe aussi du coup à faire évoluer mon entreprise. Et donc vraiment se focaliser sur le côté humain, finalement, c'est ça qui est quand même très important. Plutôt que, le côté humain, mais aussi donc on a le côté individuel et le côté collectif. Donc on peut aussi travailler les deux. Donc le côté individuel, ça se travaille beaucoup avec le côté managérial, et le côté collectif en termes de co-construction. Et c'est là où il faut vraiment placer l'humain au cœur. Et à l'heure actuelle, on parle beaucoup de managers coach. On entend aussi beaucoup parler de manager coach, qui est une d'ailleurs de nos convictions. D'ailleurs, Vincent en parlait tout à l'heure. C'est clairement la clé de voûte entre la quête de sens et la performance. Adopter une posture de coach, pour un manager, ça permet vraiment de booster son équipe. Ça reste une corde à son arc parce qu'un manager reste un manager, mais c'est vraiment le plus qu'il peut avoir. Ça permet de renforcer l'efficacité de ses collaborateurs, forcément derrière les faire grandir parce que on accompagne, on l'aide, forcément on le coach aussi, et puis avoir une vraie relation enrichie avec ses collaborateurs. Et à l'inverse, pour le collaborateur qui lui est coaché, ça lui permet forcément de se sentir bien, de se sentir écouté, d'être aussi aligné avec son manager, parce qu'on l'écoute, on échange. Et pour adopter une posture de coach, c'est assez simple. Il y a 3 outils principaux. Le premier, c'est le questionnement. Forcément, on fait des questions ouvertes. Surtout, on questionne sur le quotidien bien sûr, mais on questionne beaucoup sur le collaborateur. Ensuite, on a l'écoute. Alors là, c'est très compliqué pour les managers. Souvent, c'est j'ai envie de parler, je blablate, mais finalement, en fait, mon collaborateur, il a parlé un quart du temps ou même pas. Et c'est là où c'est compliqué. Je dis souvent, il faut se mordre les lèvres pour vraiment écouter son collaborateur. Et puis ensuite, on a le feedback. Forcément, derrière, on fait un feedback sur une séance de coaching ou autre. Et souvent, ce qu'on entend, nous, c'est mon chef ne m'écoute pas. Et souvent, pourquoi il n'écoute pas? Parce que il parle à sa place ou il veut décider à sa place. Et voilà, en adoptant justement cette posture de coach, ça permet de faire vraiment différemment. Et ça revient un petit peu aussi sur la notion de communication. Le côté je veux décider à la place. Je veux décider à la place, pourquoi? Parce que dans ma posture, dans la manière de communiquer avec mes collaborateurs, je suis dans une posture hiérarchiquement supérieure, donc je dois, dans l'inconscient, on va dire, je dois amener mon savoir. Alors qu'il y a quelque chose qui est très important, Antoine le parlait, mais quand on écoute quelqu'un, on l'écoute, mais on prend en compte ce qu'il dit. C'est pas juste seulement le laisser parler pour dire c'est bon, je t'ai écouté. Non. Je ne laisse pas parler quelqu'un pour dire il a parlé, il a dit ce qu'il avait à dire. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si je l'écoute, je vais interagir avec lui, puis je vais l'inciter à aller jusqu'au bout de son idée. Si ça se trouve, il fait fausse route, mais il faut que je le laisse aller jusqu'au bout pour qu'ensuite, au travers justement du feedback dont parlait Antoine, on puisse se dire, tu vois, par rapport à ce que tu disais, moi je ne suis pas forcément d'accord parce que si, ça. Elle est surtout pas évidente à obtenir si on est dans un mode de transformation et de changement. C'est-à-dire que si j'ai eu l'habitude de manager de manière très top-down, très verticale, et qu'aujourd'hui on va me dire il faut que tu fasses différemment, changer sa manière de faire, ça veut dire changer soi-même aussi.
c'est vraiment pas simple. Et moi, je comprends tout à fait que des gens se disent bon, moi, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour de la question dans le management. Parfois, on l'entend même au bout de 2-3 ans. Des fois, c'est après plus de temps, mais je le comprends. Et à la limite, tant mieux. Il vaut mieux que quelqu'un se dise la manière dont il faudrait agir aujourd'hui, c'est pas pour moi. C'est pas comme ça que je vois les choses. Si on fait un parallèle avec l'éducation des enfants, c'est un peu la même chose. Il y en a qui sont très stricts et d'autres qui sont beaucoup plus cool. Est-ce qu'on peut dire que les gens qui ont une éducation très stricte, ils ont des meilleurs résultats que ceux qui sont plus cool? Pas forcément. Ça dépend aussi du caractère des enfants, ça dépend du contexte socio-économique de chaque famille, etc. Bref, tout comme dans une entreprise, tous les résultats que vous allez avoir dépendent non seulement du manager que vous allez mettre en place et de sa manière de manager, mais de tout ce qui va autour. Il y a tout un écosystème à revoir. On en parlait tout à l'heure quand on parlait de changement de culture dans l'entreprise. Bon, on a parlé beaucoup de théorie, on a fait pas mal de blabla, mais maintenant on va rentrer un peu dans le concret. On va vous parler de 3 exemples d'accompagnement et de transformation qu'on a réalisés, seuls ou ensemble. Et puis ça permettra, si à la suite de ça vous avez des questions, des choses comme ça, de contacter ou de donner en commentaire vos remarques. Et c'est la partie la plus intéressante. Oui, c'est vrai. C'était long. Ouais, c'était long. Antoine, je te laisse commencer. Ouais. Alors, du coup, on a eu l'opportunité de travailler dans un grand groupe aéronautique. En gros, dans un des ateliers qui allait probablement fermer, il y avait une problématique de compétitivité. Donc forcément, on est arrivé. La première chose à faire, c'est déjà ce qu'on a fait, c'est d'acquérir un peu la confiance de l'équipe. Forcément, un jeune ingénieur, parce qu'il pose toujours les questions, un jeune ingénieur qui arrive, qui va tout révolutionner ou qui pense savoir tout révolutionner, alors que clairement, c'est pas du tout ça. Voilà, ça pose question. Donc la première étape, c'était de mettre en confiance l'équipe, comprendre les difficultés de chacun, aussi les difficultés managériales. Donc comprendre un petit peu le contexte de tout ça. Et plutôt que je parlais tout à l'heure d'appliquer une méthode ou d'appliquer une démarche, on a vraiment impliqué les gens. Donc on a utilisé certains outils d'amélioration continue, certains outils d'intelligence collective. Mais on a vraiment intégré les personnes et c'est ça qui a vraiment fait la différence. L'impact derrière, c'est que, d'ailleurs c'était des impacts qui n'étaient pas forcément prévus, mais on a eu un gain de 30% en termes de chiffres. En termes de chiffres, ce qui est intéressant aussi avec ces équipes, c'est qu'elles n'étaient pas du tout confrontées à tout ce qui était performance économique. On leur a expliqué comment ça fonctionnait, on a répondu aussi à leurs questions qu'elles se posaient pour savoir comment ça fonctionnait, quels étaient les coûts, qu'est-ce qui revenait à chaque fois. Et donc on a beaucoup travaillé sur justement ce côté sens. Pourquoi je travaille, pour combien je coûte et comment je travaille. Et ça a énormément plu. Et à la suite de ça, donc à la suite de tout ce questionnement, de toute cette prise de confiance, prise en main de tout ça, on les a intégrés au projet directement et elles ont proposé leurs solutions. C'était pour le coup c'était moi qui accompagnais cette entreprise. C'est pas moi qui proposais les solutions, c'est elles c'est les collaborateurs qui ont amené leurs propres solutions. C'est l'équipe qui avait ses propres difficultés et qui savait comment potentiellement les résoudre. Et donc à la suite de ça, les solutions ont été mises en place, différentes choses. Alors ça allait des choses qui étaient assez basiques, mais qui amélioraient aussi le quotidien. Et donc en termes de gains, on a pu gagner plus de 30% sur les coûts, donc redevenir compétitif, et donc pas fermer l'atelier. Et en termes de traitement d'un équipement pour la réparation, on a gagné la moitié aussi du temps, et ce qui était quand même très significatif. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au final, au début, personne n'y croyait. Se disait, mais c'est pas possible, comment on va faire? Et c'est ça, qui était intéressant, c'est que finalement, tout est possible. Et à la suite de ça, d'ailleurs, un des techniciens avec qui j'ai changé m'a dit, mais finalement, on fait pas plus vite. C'était aussi leur crainte. Quand on parle de performance, le côté un peu performance, qui est un peu tabou, productivité.
bah, finalement, il m'a dit, bah, on fait pas plus vite, on fait mieux. Et ça, c'est le plus important, c'est que si on fait mieux, bah, forcément, derrière, on fait plus vite aussi. Mais le plus important, c'est de faire mieux pour vraiment être beaucoup plus performant. Et donc là, on a eu une performance en termes économiques et opérationnels. Et c'est ça qui était assez intéressant. Alors moi, c'était un exemple assez parlant aussi que j'aime bien raconter. C'était dans une entreprise qui fabriquait des pièces pour de l'automation, donc automatiser des lignes de production sur plutôt des transformations de mouvements linéaires, ce genre de choses. Donc, je suis arrivé pour accompagner une équipe qui était en fait dans une transformation entre un mode de fonctionnement un peu à l'ancienne avec un responsable d'atelier qui partait à la retraite. Et c'était un petit peu comme l'atelier de notre grand-père quand on était jeune. Il y en avait un peu partout, c'était un peu fouillis. On n'était pas capable comme ça de prime abord de se dire ah ok, l'atelier est organisé de telle ou telle manière. Donc déjà il y avait un petit problème en termes de méthodologie et d'organisation. Et puis surtout les équipes, elles étaient habituées à ce que ce soit le chef qui tous les matins disent eh ben aujourd'hui on va faire ça, on a tels objectifs et le seul objectif qu'il leur fixait c'était le matin ils dispatchaient les tâches et le soir il faut être à jour. Il faut qu'on ait fait ce qu'on s'est dit qu'on faisait le matin. Si on est tous les jours à jour, on a fait une bonne journée. Moi, j'arrive là-dedans. Comment est-ce qu'on a réussi à transformer tout ça? Un peu de la même manière qu'Antoine, finalement. On a travaillé d'abord sur, les individus, quelles étaient les compétences à disposition, quelles étaient aussi les capacités d'évolution de chacun pour pouvoir se projeter et dire ok, aujourd'hui tu fais telle tâche, mais de manière connexe, tu pourrais faire ci ou ça. Et puis on a les capacités, est-ce que ça t'intéresse? Et puis ensuite, on a aussi surtout travaillé sur cette fameuse intelligence collective, c'est-à-dire, vous connaissez toutes les problématiques, aidez-nous en fait à les résoudre et donc faire ressortir toutes les pistes possibles de solutions, les analyser, dire est-ce que ça peut fonctionner, oui ou non. Un peu comme dans l'exemple qu'a cité Antoine, il y avait un peu une épée de Damoclès au-dessus de cet atelier, puisqu'il y a eu un audit qui a été réalisé. Cet audit, l'objectif c'était de mettre des chiffres sur une situation qui était connue. La situation connue c'était c'est un atelier vieillissant qui n'a pas une très bonne performance. Mettre des chiffres dessus, ça permettait de dire on n'a pas de rentabilité, cet atelier on va le fermer. Sauf que en transformant déjà physiquement l'atelier, donc il y a eu tout un projet de transformation de l'atelier, tout a été refait du sol au plafond, tout a été réaménagé, repensé, ça a permis de dégager de l'espace pour une nouvelle activité. Ça a permis d'être plus efficace sur l'activité existante et ça a permis aux gens de développer donc, leur polyvalence, leur polycompétence et surtout de les impliquer beaucoup plus parce que dans toutes les phases de transformation, que ce soit des activités ou de l'atelier physiquement, ils ont tous eu leur mot à dire et surtout, ils ont été écoutés. C'est-à-dire que les solutions que eux ont proposées, c'est pas un ergonome qui est arrivé et qui a dit que ce serait mieux de faire comme ça et on va faire comme ça. Non, l'ergonome il est venu pour valider ou pas. Et si c'était pas validé, on n'écoutait pas, c'est pas qu'on n'écoutait pas, c'est qu'on n'attendait pas de lui qui donne la solution, on attendait des équipes qu'elles réfléchissent et qu'elles disent d'accord, si on peut pas faire comme ça, nous on préférerait faire comme ça. Et du coup, valider une nouvelle fois. Là où ça a été intéressant, c'est que là aussi, en termes de performance, ça a dépassé toutes les attentes. On est passé d'un atelier qui était voué à la fermeture à un atelier qui est devenu benchmark Europe. C'est-à-dire que les gens à qui on disait votre atelier va fermer, ils s'en doutaient un petit peu, du jour au lendemain, ils ont vu des gens venir d'Italie, d'Espagne, même de Roumanie, pour voir comment était organisé l'atelier, comment ça fonctionnait, et comment est-ce qu'ils faisaient pour avoir cette performance et ces coûts à la pièce aussi bas. Et pourtant, on était en France. Donc c'était super intéressant, ça a été une aventure technique et humaine quand même très puissante. Et dans ces deux exemples-là, finalement, les équipes, elles ont été clairement responsabilisées. Aussi, on entend beaucoup ces mots-là. Elles ont pris en main leurs ateliers et c'était aussi une nouvelle façon de fonctionner entre les équipes et les managers. Et c'est cette nouveauté qui a aussi apporté un peu de renouveau aussi. Et ce nouveau mode de fonctionnement a permis vraiment d'être efficace dans ces deux situations. Et donc le dernier sujet qu'on voulait vous partager, c'est un sujet qu'on a vécu de manière conjointe avec Antoine. Ça concernait en fait la transformation des pratiques managériales au sein d'une entité de 600 personnes dans un grand groupe aéronautique français.
Nous, on est arrivé au moment où des états généraux avaient eu lieu et où en fait les 60 managers de terrain avaient été consultés sur quel était finalement leur ressenti par rapport à leur quotidien au sein de l'entreprise, donc que ce soit en termes de management ou en termes de tâches. Et ce qui ressortait, c'était beaucoup d'irritants, et des irritants qui étaient là depuis très longtemps et récurrents. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui étaient énoncées n'étaient jamais traitées, et donc ça ne permettait pas de faire évoluer les choses, et puis surtout ça fatiguait, surtout moralement, en fait, les gens qui devenaient du coup un peu lassés, et on commençait à remarquer cette perte d'engagement. Donc, ce qui a été fait derrière, c'est que 3 séminaires sur des thématiques différentes ont été organisés dans le cadre d'une démarche appréciative, et ça a permis ensuite de mettre sur pied une équipe ressources composée de différents managers de différentes entités qui étaient représentatives de toutes les fonctions du coup de l'usine. Et puis donc ces gens-là se voyaient une fois par semaine avec un accompagnement. Et ça leur a permis de structurer différents plans d'action, ce qu'ils ont appelé des chantiers, et de mettre en place petit à petit différentes actions sur le terrain ou avec des services connexes pour essayer de transformer les choses. Le besoin qui était établi, finalement, c'était simplifier l'organisation, faire évoluer les pratiques managériales, parce que les managers avaient aussi envie d'évoluer sur leurs pratiques et avaient envie d'être accompagnés aussi sur leurs pratiques. Améliorer la qualité de vie au travail, ça faisait aussi partie des piliers, et développer l'engagement et la motivation des collaborateurs. Donc on retrouve un peu les différents piliers aussi au sein de la DNCO, et c'était sur tous ces différents axes que les différents chantiers dont parlait Vincent ont été orientés. Sur la démarche appréciative, la façon dont ça a été construit, il y a eu 3 phases. La phase d'inspiration, c'était par rapport au benchmark, par rapport à l'établissement des différents chantiers. Donc là, il y avait les 60 managers. Ensuite, il y a la phase d'introspection, où là, c'était uniquement, comme disait Vincent, les managers volontaires qui ont voulu continuer cette démarche. Évidemment, on ne peut pas avoir tout le monde dans ce type de démarche. Ça reste quand même quelque chose basé sur le volontariat. Et ensuite, donc la dernière phase, c'était la phase de création de l'équipe ressources, où là vraiment les chantiers ont été établis, où il y avait des sortes de chefs de projet qui étaient là pour piloter et chapeauter certaines actions et aller vraiment au plus près du terrain et sur des choses de façon vraiment très, très concrète. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, l'équipe ressources s'est vraiment attribué les sujets, et le coaching est venu un peu s'effacer au fur et à mesure, et à l'heure actuelle, l'équipe ressources tourne d'elle-même pour continuer justement ces chantiers d'optimisation et d'amélioration des processus. Donc dans les équipes pilotes qui ont été mises en place, c'est-à-dire les managers qui ont souhaité non seulement réfléchir à quels axes emprunter pour transformer ces pratiques managériales, il y en a certains qui ont décidé de devenir îlots-pilotes et donc d'appliquer, de tester en fait, test and learn, c'est-à-dire qu'on met en place et puis on apprend et puis on fait évoluer et au fil du temps ça se perfectionne. Et les résultats ils sont extrêmement bons parce qu'on remarque déjà un engagement beaucoup plus fort des collaborateurs qui sont plus proches de leur manager. Déjà le manager lui il a changé de posture parce qu'au travers de ce groupe de travail on comprend aussi qu'en tant que manager on n'est pas là pour diriger mais plutôt pour accompagner et vraiment se mettre dans cette démarche de manager coach dont on a discuté tout à l'heure. Et puis on voit une amélioration en fait dans les performances de manière assez naturelle, sans même changer quoi que ce soit dans la méthodologie, dans l'organisation. En fait, les gens sont dans un environnement qui est beaucoup plus propice à l'épanouissement personnel, à la discussion. Il y a plus d'écoute, on est donc plus impliqué et par ricochet, la performance arrive d'elle-même. Donc sans même s'être fixé d'objectifs initiaux sur on veut que cette démarche elle nous amène tel gain,
tout naturellement, il y a des gains qui se sont faits, et ils se sont faits où? Il n'y a pas de hasard, dans les îlots pilotes en fait. Et ce qui était assez intéressant sur tous ces tests, c'est que les équipes d'elles-mêmes déjà proposaient des choses, étaient aussi très intriguées par cette nouvelle façon de manager, cette nouvelle façon de faire, où voilà, les collaborateurs proposent, on teste, on voit, on accompagne. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de personnes souhaitaient rejoindre le projet, la démarche, pardon. Et du coup, cette démarche est devenue un peu plus globale, et ça, c'est ce qui a vraiment fait l'intérêt de cette démarche. Et au fur et à mesure, voilà, par effet ricochet, tout le monde s'est un petit peu intégré cette démarche, des managers aussi. Et il y avait aussi des managers qui étaient assez réticents à ce type de démarche. Forcément, on change d'une culture, on change la façon de manager. Donc voilà, c'est assez compliqué, même aussi des personnes plus terrain qui étaient un petit peu plus réticentes. Et puis au fur et à mesure, les personnes comprennent, ont du sens à venir partager les bonnes pratiques, par exemple. Et ça a vraiment un effet extrêmement positif, et ça continue justement encore de faire des choses au fur et à mesure, et de proposer des actions concrètes. En termes d'anecdotes, moi il y a quelque chose que j'aime bien faire quand on lance ce type de démarche, c'est en fait poser 2 questions. La première question, c'est qui veut que ça change? En général, tout le monde veut que ça change, voilà, tout le monde lève la main pour que les choses changent. Et la deuxième question, c'est qui est prêt à changer? Et ça, c'est une deuxième question où en général, l'effet de foule fait que tout le monde lève la main, mais souvent il y a une petite latence après cette question-là, et ensuite tout le monde forcément lève la main. Mais le fait de poser ces 2 questions-là, qui sont quand même assez marquantes, ça permet de faire comprendre aussi aux personnes de se dire effectivement, si moi je veux que les choses changent, il faut aussi que moi je change. Et ça, c'est quand même quelque chose que je pense assez intéressant, et on s'en amuse, donc voilà. Moi, c'est un cas particulier qui m'a vraiment marqué. C'était un collaborateur qui était proche de la retraite. Il lui reste à peu près 1 an et demi, je crois, avant de partir en retraite, au moment où moi je suis arrivé pour gérer la transformation de ce fameux atelier dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était complètement refait, tout repensé, etc. Et donc j'avais fait une petite réunion de présentation pour expliquer qui j'étais, qu'est-ce que j'avais en tête et comment le faire, etc. Et il était resté assez silencieux pendant la réunion, puis juste à la fin, au moment des questions, il a levé la main, et en fait il n'a pas posé de questions. Il m'a juste dit, voilà, moi j'ai, je ne sais plus quel âge j'avais, une 60aine d'années, admettons, il me reste 1 an et demi, j'ai toujours travaillé comme on travaille aujourd'hui, t'es peut-être quelqu'un de très bien, etc. Mais moi, je veux pas je vous passe le vocabulaire un peu coloré, fleuri, mais en gros, je veux pas qu'on m'embête avec ce genre de questions de transformation, etc. parce que ça marche très bien comme ça. Et je lui ai dit, pas de problème, ceux qui voudront suivre le mouvement suivront, et ceux qui voudront pas, tant pis, ils seront à la marge. Et si tu es à la marge pendant 1 an et demi, c'est pas très grave en soi. Et puis, chemin faisant, oui, si c'était un projet, mais les projets se mettent en place, et en fait, cette fameuse personne, il s'est avéré qu'elle s'est impliquée dans tous les sujets, qu'elle a amené ses connaissances et son expérience sur tous les sujets, et que finalement ça a été un des moteurs pour tout. Et quand il est parti à la retraite, en fait il m'a remercié, il m'a dit écoute, merci, j'ai au moins vécu quelque chose d'intense et d'intéressant à un moment de ma carrière. Donc je trouve que c'est quand même beau de voir comment est-ce qu'on a réussi à transformer. On parle de transformation de culture d'entreprise, on parle d'intelligence collective, mais aussi au niveau de l'individu. Et moi j'aime le côté humain, et c'est vrai que là sur cet exemple-là individuel, pour moi il est vraiment hyper marquant, quoi. Et souvent dans ce type d'exemple, souvent on est assez surpris des personnes qui sont effectivement très souvent réticentes, et qui à la fin se disent mais en fait c'est bien, je me suis bien amusé, et puis finalement j'aime bien proposer des choses et j'aime bien les mettre en place. Et ça, c'est un très très bel exemple. On vous a parlé quelques fois durant cette petite conférence de l'ADN Co, donc on vous expliquait quand même ce que c'est. C'est l'entreprise qu'Antoine et moi avons créée
avec pour objectif de remettre l'humain au centre du système. Et pourquoi remettre l'humain au centre du système? C'est qu'on est vraiment persuadé que en remettant l'humain au centre, les performances de l'entreprise seront bien meilleures. Comme on disait au début de la conférence, c'est que quelqu'un qui est bien dans une entreprise sera forcément plus motivé et plus performant. Et nous, on est vraiment convaincus par tout ça. Donc, si vous avez aimé tout ce qu'on vous a raconté, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous envoyer des remarques. On est visible sur LinkedIn et on a une page web aussi. Voilà, merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.